Je trouve que le féminisme est mal compris par beaucoup de personnes. Le problème, c'est qu'on parle du féminisme, on critique les féministes sans savoir leur histoire. Qui sait? Peut-être qu'il y a même des féministes qui ne connaissent pas leur histoire. Alors on va mettre les choses à plat. On va voir ce qu'était la vie des femmes avant le féminisme. Comprendre comment le mouvement a évolué en plusieurs vagues, explorer la tension entre féminisme et christianisme, et enfin, on va essayer de donner une définition au féminisme. Alors, restez jusqu'au bout, car je vais expliquer en quelques minutes ce que vous devez savoir sur le féminisme. La place de la femme, c'est à la cuisine. Avec ton doctorat, ta place à la cuisine. Commençons par l'Antiquité. La condition féminine dans l'Antiquité varie fortement selon les civilisations, les classes sociales et les époques. Mais globalement, dans la plupart des sociétés antiques, les femmes ont un statut juridique et social inférieur à celui des hommes. Comme en Grèce, où les femmes ne s'occupent pas de la politique, ne votent pas, elles s'occupent de la maison, des enfants et sont totalement soumises à leur père et à leur mari. Sauf à Sparte, parce que... This is Sparta! L'éducation a été réservée aux riches, qui se limitaient au strict minimum. Par contre, en Égypte, il y avait des prêtresses, mais c'était aussi lié à leur statut social. Mais au Moyen-Âge, il y avait eu quelques changements et l'Église y est pour quelque chose. La femme est alors à la fois sanctifiée comme Vierge Marie et soupçonnée comme nouvelle Ève. Sa place est toujours au foyer. Et pourtant, malgré les règles, certaines prennent le pouvoir dans les monastères et à la tête de domaines ou les coulisses des royaumes. Elles sont alors valorisées, mais en tant qu'épouses et mères. Mais la Renaissance arrive et pas de changement majeur. C'est surtout un âge d'or pour les hommes. Alors que les humanistes célèbrent la raison et l'éducation, la grande majorité des femmes restent exclues des écoles, des universités et des cercles savants. Quelques figures brillent, comme Louise Labbé ou Marguerite Navarre, mais elles sont des exceptions dans un monde qui ne veut pas d'elles comme intellectuelles. Le 19e siècle arrive et la première vague des féministes arrive aussi. Plusieurs chercheurs parlent de 4 vagues. Comme nous l'avons vu, les femmes n'ont pas eu le droit de voter et rares sont celles qui ont eu accès à l'éducation. Pendant la première vague, les femmes se battent d'abord pour obtenir le droit de vote, mais aussi pour accéder à l'école, à l'université et aux métiers intellectuels. Elles réclament également des droits civils fondamentaux, pouvoir posséder des biens, hériter ou encore divorcer sans avoir besoin de l'autorisation d'un père ou d'un mari. Elles veulent une vraie reconnaissance juridique au même titre que les hommes. Et est-ce que ça a marché? On peut dire ça. En 1918, les femmes obtiennent un droit de vote partiel au Royaume-Uni. 2 ans plus tard, en 1920, les Américains décrochent le droit de vote à leur tour. En France, il faudra attendre bien plus longtemps, car c'est en 1944 que les femmes peuvent enfin voter. Et puis, Simone de Beauvoir, c'est la voix qui a annoncé la deuxième vague féministe bien avant qu'elle n'explose dans la rue. En 1949, son livre Le deuxième sexe bouscule tout. Elle affirme que la féminité n'est pas une donnée biologique, mais une construction sociale. Ce sera le point de départ d'une réflexion mondiale sur la condition féminine. Elle ne manifestait pas, mais ses idées ont armé toute une génération
militantes. La deuxième vague, c'est une révolution des années 60 à 80. Elles exigent aussi la libération de leur corps, avoir accès à la contraception, avoir le droit d'avorter. Elles luttent aussi pour l'égalité de sexe au travail. Et c'est lors de cette deuxième vague que les féministes critiquent les rôles dits traditionnels de la femme. Il y a un rejet du modèle traditionnel de la femme au foyer et une revendication de nouvelles formes de liberté, tant personnelle que sociale. La troisième vague arrive dans les années 90 et je pourrais résumer la troisième vague avec cette phrase. Nos luttes ne sont pas identiques, mais elles comptent toutes. Ce féminisme ne cherche plus à parler au nom de toutes. Elle remet en question l'idée qu'il existe une seule façon d'être femme ou une seule manière de lutter pour l'égalité. Une génération qui ne veut plus qu'on lui dise ce qu'être femme doit signifier. Elle veut choisir, s'exprimer, se définir librement. Et enfin, la quatrième vague. Connaissez-vous l'hashtag MeToo? En 2006, Tarana Burke lance MeToo, un mouvement pour aider les victimes de violences sexuelles à se sentir écoutées. Mais si en 2017, après l'affaire Harvey Weinstein, un producteur hollywoodien puissant qui est accusé de harcèlement sexuel et d'agression par des dizaines de femmes, que le mouvement devient mondial. L'actrice Alyssa Milano invite toutes les femmes à partager leur histoire de harcèlement en utilisant l'hashtag MeToo sur Twitter. En quelques jours, des millions de femmes à travers le monde parlent de leurs expériences. Ce mouvement devient un véritable choc, un cri collectif pour dire stop à l'impunité des agresseurs et à la banalisation du harcèlement sexuel. MeToo ne s'arrête pas là. Il a permis de faire évoluer les lois pour mieux protéger les victimes. Des mouvements similaires ont émergé dans d'autres pays, comme en France avec l'hashtag Balance ton porc ou même Balance ton youtubeur si je ne me trompe pas. En somme, la quatrième vague féministe, c'est MeToo et la lutte contre le harcèlement sexuel. Un mouvement mondial qui utilise les réseaux sociaux pour dénoncer les violences sexuelles et revendiquer l'égalité. Et en parlant d'égalité, savez-vous qu'il y a des personnes qui s'offusquent même en entendant ce mot? Il faut que les femmes reçoivent l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ou de prendre autorité sur l'homme. Elle doit garder le silence. En effet, Adam a été créé le premier et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui s'est laissé tromper, mais c'est la femme qui, cédant à la tromperie, a désobéi à l'ordre de Dieu. Cependant, la femme sera sauvée en ayant des enfants, à condition qu'elle demeure dans la foi, l'amour et la sainteté avec modestie. Je pourrais aussi m'arrêter là sur cette partie car si vous avez bien écouté, vous comprendrez directement que certains féministes ne sont pas d'accord sur ces versets. Enfin, s'ils lisent ces versets juste comme ça, comme certains chrétiens le font. D'où la tension entre certains féministes et certains chrétiens. Mais il existe aussi des féministes chrétiens qui relisent la Bible autrement et qui croient que la foi et l'égalité peuvent marcher ensemble. La tension n'est donc pas une opposition totale, mais un débat ouvert sur l'interprétation des textes et la place des femmes dans la foi. Et d'ailleurs, il y a des chrétiens qui ne sont pas féministes, mais qui ne sont pas d'accord avec leurs confrères sur la façon de lire ces versets qui semblent être antiféministes. Et puisque je ne veux pas que la vidéo dure 45 minutes, je ne pourrai pas exposer les différentes positions des chrétiens par rapport à ce sujet. Alors, chers amis chrétiens, maintenant qu'on connaît un peu l'histoire du féminisme, vous pouvez exposer vos positions en commentaire et vos avis. Et vous pouvez en débattre avec vos confrères, mais avec le respect s'il vous plaît. Merci. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'aimerais finir cette partie sur ce passage dans le livre Da Vinci Code,
un livre écrit par Dan Brown qui n'est pas chrétien. Jésus fut le premier féministe de l'histoire. Finalement, qu'est-ce que le féminisme ? Le féminisme, dans sa définition la plus simple, est un mouvement qui vise à obtenir l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Et comme on l'a vu, il y a différentes formes de féminisme, car les luttes sont différentes. C'est ce que je dis d'ailleurs à la fin du livre, je dis que j'espère que ce livre sera un jour périmé. Et malheureusement, il ne l'est pas du tout. Alors que l'on soit d'accord ou non avec certaines revendications, rechercher, lire, écouter reste toujours le meilleur point de départ. Car c'est en comprenant l'histoire qu'on évite de juger, n'est-ce pas ?